Il y a quelques lunes de cela maintenant, je vous avais sorti une vidéo avec ma vision, mon calendrier 2030 pour la Formule 1. Une année choisie absolument pas au pif pour avoir un Grand Prix de France le 14 juillet. Une vidéo qui avait été plus ou moins bien reçue, vous étiez nombreux à faire vos propres calendriers, que ce soit du troll ou pas, à soulever des questions intéressantes comme mais Charlotte, on peut pas doubler ?» Et ça c'était quoi ça Est-ce que c'était des dépassements? Je sais, en tant que fan de Formule 1, maintenant on a un petit peu peur, on n'est plus habitué. Et dans cette même vidéo, j'ai commencé à vous teaser, ou genre j'ai commencé à vous parler, d'une vidéo sur le règlement technique qui viendrait incessamment sous peu. Pardon. En fait, pour être parfaitement honnête avec vous, elle est en cours d'écriture depuis tout ce temps. Mais il faut bien se rendre compte que quand je dis en cours d'écriture, ça veut dire qu'il y a un script dans un des carnets qui est derrière là, un script qui prend la moisissure, tant je l'ai pas réouvert depuis longtemps. J'ai plein... Sur mon PC, j'ai plein de projets comme ça qui ne sortiront jamais, mais que je supprime pas parce que... Non mais attends, peut-être je vais m'en servir, on sait pas. Et pour être honnête avec vous, je suis très content de pas avoir sorti cette vidéo parce que finalement, celle-ci rendait hommage à ces voitures genre fin 70, début 80, vous savez, avec les premières jupes, l'effet de sol qui commence à se démocratiser, parce que c'était une époque que je trouvais formidable en termes de forme, de couleur, bref, la variété sur la grille était géniale. Mais... bah c'est de la merde comme idée en fait. Parce que si on donne à des ingénieurs d'aujourd'hui, des gens extrêmement talentueux, des gens dont le boulot c'est de repousser l'enveloppe sans arrêt, un rule set similaire à celui des années 80, ils feront pas du tout ce que j'ai en tête. Parce que cette Arrows là n'existera pas et cette Brabham là non plus. Surtout qu'elles appartiennent pas au même rule set du tout. Hein. Ça c'est... R de l'effet de sol, ça c'est quand les jupes sont bannies. Aussi, donner un règlement aussi ancien avec autant de zones à exploiter à des ingénieurs modernes, avec toutes les avancées en technologie qu'on a fait entre temps, ce serait intéressant. Je serais très curieux de voir ce que, tu vois, genre on donne à Pierre Waché une feuille blanche, on lui dit fais-moi une voiture avec ce règlement-là, et c'est le règlement genre mot pour mot, règlement constructeur 80. Je serais très curieux de voir ce que ça donne. Mais bref, mon règlement aurait été une idée de merde, basiquement. On aurait genre vaguement eu la même chose comme à chaque fois, c'est-à-dire 6 voitures qui se ressemblent de ouf, 2 voitures vraiment innovantes et 2 voitures qui ressembleraient à rien du tout parce qu'ils auraient tenté un truc qui marche pas, genre Caterham ou Lotus en 2014 typiquement. Donc je suis bien content aujourd'hui de vous dire que j'ai totalement changé d'avis. Enfin pas totalement, il y a 2 choses que j'ai gardées de mon règlement à l'ancienne, c'est-à-dire une réduction du gabarit et une réduction du poids. Voilà, c'est presque comme si j'avais regardé sport. Sans plus de salam alek, je suis Clippy Daclip, bienvenue dans ce Garage Talks. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à booster, apparemment ça marche, on était dans le top 100 des boosts la semaine dernière. Si vous voulez soutenir v'là fort, vous pouvez aussi utiliser le bouton Super Thanks, ou si vous voulez soutenir et en retirer quelque chose pour vous, vous pouvez utiliser les liens dans la description, soit-il Oli, soit-il Razer, soit-il Mozza. Bref, bienvenue dans ce Garage Talks. Oui, c'est un Garage Talks, oui. C'est marrant, ça parle pas systématiquement du week-end, on dirait. Bon alors avant toute chose, il faut que vous sachiez que je ne suis pas aérodynamicien, je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas de bagage technique. Il y a aussi un truc que je ne suis pas, c'est juriste ou avocat. On a essayé, hein, on est allé à l'école, il paraît. Mais si quoi que ce soit, cette aventure dans l'apprentissage du système légal français m'a laissé avec deux grosses conclusions. La première, c'est que j'y comprends rien à la légalité en général. Et la deuxième, c'est que les corridas, c'est un truc de merde. Pas parce que les animaux, hein, mais parce que toute ma L1 a été traumatisée par cette étude de cas de merde à chier. Bon, après, moi, ma rhétorique était plutôt béton, mais je sais pas si j'ai eu mon premier semestre parce que j'y suis pas retourné après. Et ce qui est important de comprendre, du coup, c'est que j'ai ni de bagage technique, ni de compréhension, en tout cas pas plus que monsieur, madame, tout le monde, sur le babbling légal. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce sacro-saint PDF, qui est le règlement technique de la réglementation actuelle, je ne sais pas l'interpréter. Je peux le lire, je peux tirer quelques conclusions qui seront peut-être erronées, mais malheureusement, à l'inverse de quasiment tout le monde sur Twitter, je ne suis pas un expert. Je suis donc parfaitement incapable d'exploiter ce règlement. Je suis désolé, j'arrive pas à être aussi intelligent que vous, mais par contre, grok en waifu, même plus que vous. C'est pas un concours, mais je gagne quand même. Ce que ça veut dire surtout là, c'est que je vais pas vous balancer un paquet de mots compliqués à la gueule en vous disant, voilà, j'ai le règlement technique parfait, je suis très intelligent, pompez-moi le dard. Je suis un pégu, et je vais vous expliquer ça avec des mots de pégu. Mieux que ça encore, je ne sais pas utiliser de logiciel CAD ou Computer Assisted Design. Alors j'ai vite fait essayer des trucs comme Fusion 360 et Google SketchUp, et à part faire des bits, j'arrive à rien. Donc plutôt que de vous montrer des beaux modèles 3D, t'as Jean-Louis Moncey sur fin la une, je vais utiliser le meilleur logiciel CAD que j'ai vu de ma vie, Paint.net. Et après je me suis rappelé que je payais une licence Photoshop, donc on va utiliser Photoshop en fait, parce que c'est un peu plus... Oui, je paye, oui. Et la première chose que vous allez remarquer pour cette Formule 1, génération 2030, c'est que on dirait quand même beaucoup une voiture de la deuxième moitié des années 90 avec un aéroscreen. Et effectivement,
c'est une voiture de la fin des années 90 avec un aéroscreen. Ça, c'est pour une raison très simple, c'est que visuellement, à mes yeux, une Formule 1, ça doit ressembler à ça. Bon, l'aéroscreen est un compromis, on est d'accord. Si tu demandes à quelqu'un dans la rue de dessiner une voiture, il va faire ça. Si tu demandes à un gosse de dessiner un mouton, il va faire un nuage avec des pattes. Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner une Formule 1, il y a de fortes chances qu'il te fasse ça. Sauf si c'est Fred Vasseur qui maintenant fait des incroyables. En fait, il a pas besoin d'Adrian Newey. Et je sais ce que vous allez dire, mais en fait, Clippy, le problème reste le même. Si tu donnes à des ingénieurs d'aujourd'hui la réglementation, on va dire 95 pour mon exemple, ils vont pas du tout faire la Benetton de 95, bien qu'elle soit très très belle. Et vous auriez totalement raison. C'est pour ça que mon règlement reprend pas le règlement des années 90, mais le règlement va forcer les voitures de demain, aujourd'hui pour vous, à rentrer dans cette petite boîte. C'est-à-dire qu'on va vraiment simplifier les plans aérodynamiques pour éviter que les choses ressemblent à ça ou encore à ça. Hors de question de barder le truc de Cano Venturi, d'utiliser la philosophie de l'outwash à outrance. On va simplifier de ouf. Et ça, c'est un double effet qui se coule, un truc qui va en faire chier plus d'un, c'est qu'on va réduire les perfs. La pole à Spa-Francorchamps cette saison, c'était 1 minute 40. La pole à Spa-Francorchamps en 1997, c'était 1 minute 49. 9 secondes d'écart entre une F1 d'aujourd'hui et une F1 des années 90. Et vous savez quoi ? Bah on s'en branle en fait. On pourrait tout à fait tourner 9 secondes plus lent tant que le spectacle sur la piste, tant que les batailles roue contre roue sont bonnes, les gens y verront pas d'inconvénient. J'en veux, pour exemple, l'ultra majorité des casse-couilles d'aujourd'hui qui arrêtent pas de dire avec des lunettes teintées de nostalgie que c'était mieux avant. C'est vrai que c'était vachement bien quand il y avait que 10 voitures qui franchissaient la ligne, que tout le monde tombait en panne tous les 4 matins et que t'avais une battle toutes les 3 courses qui valait toute la saison. Effectivement. Il y a plein d'intérêts à réduire les perfs. Déjà, si on réduit les perfs en simplifiant les voitures, on rend le sport moins cher et plus accessible pour les privés, c'est un truc dont je parlerai en toute dernière section. Ensuite, en ayant une aéro simplifiée mais un règlement ultra restrictif, on force les ingénieurs à vraiment se casser le cul pour trouver des choses intéressantes pour tirer leur épingle du jeu, et c'est ça la Formule 1. Mais surtout, dans le cas présent, là ce qui m'intéresse, si on garde le même niveau de sécurité et qu'on est 9 secondes plus lent au tour, que les vitesses d'entrée combinées en virage, les vitesses maintenues en courbe sont moins hautes, on a un sport qui devient tout simplement encore plus sûr, sans fournir d'efforts supplémentaires qui pourraient dénaturer la course, comme les structures d'impact, le halo, etc., qui sont des choses très bien, mais des choses qui rajoutent du poids et qui, par conséquent, finissent par avoir un impact sur la performance des voitures, la course, etc., etc. Je veux simplifier à balle les bagnoles. Vous voyez ça là ? Ça, c'est des bargeboards de la fin 2021. C'est vraiment le pinacle, l'aboutissement de la philosophie Outwash, un truc qu'on a commencé réellement à exploiter comme il faut en 2009 chez Brown GP. Et devine quoi ? Ça fout la merde. Alors, sans trop expliquer, parce qu'on est vraiment dans l'approximation et la vulgarisation ici, l'Outwash, c'est une technique aéro qui consiste à, avec des éléments aérodynamiques, donc que ce soit l'aileron ou des petits bouts, justement comme ceci, des sticky happy bits, comme ils disent sur F1 TV, consiste à pousser l'air autour des roues vers l'extérieur de la voiture au lieu de le laisser filer tout droit. Le principe, en gros, c'est que les roues, en Formule 1, ça crée énormément de turbulences et du coup, ça freine la bagnole. Et en envoyant l'air sur les côtés, on nettoie le flux d'air qui va vers le reste de la voiture. Ça améliore l'efficacité de l'aéro, donc ça aide à plaquer la voiture au sol, qui signifie plus de grip, ce qui signifie plus de vitesse en virage. Donc en gros, c'est génial, ça permet d'aller plus vite et c'est trop bien. Mais le problème, c'est que ça fout la merde pour ceux qui sont derrière. Ça envoie beaucoup d'air turbulent sur les voitures qui sont derrière. Résultat, elle a de l'air qui est de moins bonne qualité aérodynamique, ce qui veut dire qu'elle perd de l'appui et donc elle a du mal à suivre de près, sauf si elle décide de taper un peu plus dans ses pneus. Et ça rend les dépassements plus difficiles aussi. Par conséquent, c'est bien pour toi si t'es devant, parce que tu vas plus vite et que c'est vachement bien pour emmerder ceux qui sont derrière. Donc pour les spectateurs, c'est chiant. Et pour réduire cette air sale au maximum, on va simplifier, mais alors vraiment simplifier les surfaces au maximum. Je veux des ailerons avant et des ailerons arrière ultra simplifiés, je veux des bargeboards ultra simplifiés, genre que l'aileron avant est genre 2 voire 3 plans. Encore que les ailerons avec 3 plans, ce serait seulement sur les circuits que la fédération automotive islandaise, c'est comme la FIA, sauf que nous on fait pas semblant en fait, on est vraiment totalitaire. Je suis Momo Benda Clipem. Bien. Bref, quand la fédération reconnaît qu'un circuit est effectivement high downforce ou forte demande d'appui si vous préférez, genre Monaco, genre Saint-Marin, genre Hungaroring, le Mexique aussi, mettons qu'on le mette dans le calendrier en 2031, on sait pas, c'est le seul circuit, tu peux atteindre des vitesses comme à Monza avec un package aéro comme à Monaco. C'est parce que l'air est beaucoup moins dense, parce que le circuit est en altitude. Pour l'aileron arrière, je suis dans le même délire. Je veux pas d'éléments aérodynamiques de partout, là, pas de petits slots, pas de... Nanana. 2 éléments, éventuellement 3 sur les circuits high downforce et voire même sur les circuits low downforce, et ça ce sera à la discrétion des équipes, ce serait pas un truc enforcé par la Fédé. Un aileron monoplan ultra bas comme la Williams de 97. Je serais très intéressé de voir quel genre d'aileron avant il foutrait pour
Parce que sinon, t'as l'avant qui est trop lesté, tu vois, genre même avec un aileron super simple. On va le dire maintenant, au fait, hein, le règlement technique, là, il est pas fait pour resserrer les écarts. C'est important de comprendre que je veux pas transformer la Formule 1 en Spec Series. Je veux permettre aux voitures de se battre entre elles. Tant pis s'il y a 15 secondes d'écart entre la P1 et la P26 quand mon règlement entre en jeu. Parce que les écarts, ils vont se refermer naturellement au fur et à mesure que les équipes exploitent. C'est pour ça que ce règlement technique, si j'étais dans un monde où je pouvais faire ce que je voulais et emmerder tout le monde, il resterait 10-15 ans, tu vois. Parce qu'à chaque fois qu'on change de règlement technique, on a le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a une, voire deux équipes qui bousillent tout. Il y a 2-3 équipes qui vont inexorablement se chier sur les cuisses en tentant quelque chose d'innovant qui marche pas. Et on va avoir un midfield qui sait pas trop ce qui branle. Et au début, les écarts sont insane. Le truc, c'est que à la fin de chaque règlement technique, les écarts sont ultra serrés. Voilà un exemple, vous regardez cette année. On a 1 seconde, parfois 1 seconde 5 entre la P1 et la P20 en qualif. En qualif, c'est important comme nuance. N'en déplaise à ceux qui adorent regarder le sport avec des lunettes de nostalgie, on a les grilles les plus serrées qu'on ait jamais eues. Le problème, c'est que ça se traduit pas par une meilleure expérience en course. Il y a qu'à voir en Belgique, que ce soit en sprint ou en Grand Prix, où les écarts serrés n'étaient pas un gage de qualité de course, mais c'est quand même une très bonne chose pour tenir les gens en haleine en qualification. Et autant je suis persuadé qu'au début de mon règlement technique, on aura très clairement une équipe TAR Red Bull en 2023 ou Mercedes en 2014 qui va partir avec le trophée et on va se faire chier. Autant je vois bien sur les 4 ou 5 dernières saisons avoir des grilles vachement serrées avec, je vais pas dire une équité des chances pour tout le monde, mais avec des équipes qui peuvent nettement plus jouer la surprise que maintenant. Parce que Steak qui rapporte un podium, cool. Steak qui joue la gagne, folie douce. Donc pour l'instant, je me focalise surtout sur rendre l'expérience en course plus intéressante et pour ça, faut que les voitures puissent se suivre. Non seulement les ailerons sont simplifiés, mais il n'y aura pas de couillonnade avec l'effet de sol. Pour 2026, la FIA veut des sols lisses, retour des dessous invisibles comme en 2014. Et vous savez quoi? C'est très bien. Pas de couillonnade exagérément développée non plus au niveau de l'extrémité des sols, comme on a pu voir encore une fois, que ce soit maintenant, il y a toujours des trucs avec les extrémités de sol où on essaye de sceller un peu plus pour avoir plus de grip. Non, m'en bats les couilles, il n'y a pas de ça chez moi. Je veux pas non plus de bargeboard exagérément développé, je veux des voitures avec un grip aéro non négligeable, certes, mais je veux que les équipes soient obligées de mettre au point, mais comme des enculés, leur plateforme mécanique. Par là, j'entends suspension cinématique, tout le bordel. Parce qu'autant ça joue un rôle non négligeable aujourd'hui, ça se voit, mais autant là, c'est plus en ce moment la relation entre la plateforme méca et la plateforme aéro. Et là, ça va devenir aussi important que du GT ou de la LMP3. Par contre, je veux pas, j'insiste, je veux pas transformer ça en Spec Series. Je veux vraiment laisser aux aérodynamiciens, je veux vraiment laisser aux ingés une marge de manœuvre, parce que même si ça finit inexorablement par casser les couilles, j'ai toujours, en grandissant, été très très fan des tentatives d'innovation aéro. Genre les trucs complètement pétés du bulbe, comme la Tyrrell P34, à laquelle on a consacré une vidéo il y a longtemps, une voiture que j'aime tellement que j'ai un poster derrière là. La Tyrrell de 84 avec l'aileron boomerang qui était censé donner, pour la distance voulue du règlement, plus de surface aéro. Bon, ça a pas marché. Ou le nez monopoutre de la Tyrrell 025, ou les Tower Wings de la Tyrrell 025. J'aime bien Tyrrell, ouais. Ouais. Mais bien sûr, il n'y a pas que la Brabham BT46B, les trucs fictifs comme la Red Bull X 2010 ou X1, comme on disait de mon temps, parce qu'on n'avait pas encore la 2011, ni la 2014, ni c'est quoi ça, 2019 maintenant? Les diffuseurs soufflés, double diffuseur, le F-Duct, tout ce que tu veux. Je trouve ça trop cool et je veux laisser quand même une certaine marge de manœuvre pour que les ingénieurs puissent développer. Et la grosse nuance entre moi et la FIA maintenant là, c'est que je vais pas patcher une méta immédiatement si elle marche trop. Moi, je ne veux patcher quelque chose que si ça nuit à la qualité de la course. Ce que ça veut dire, c'est que si en 2031, par exemple, on découvre que McLaren est en train d'exploiter un aileron arrière flexible et que c'est un truc qui leur permet de gagner v'là de la vitesse en ligne droite sans souffrir en virage, que cet aileron-là, il passe les tests qui sont en place actuellement, mais surtout que cet aileron-là ne crée pas de problème pour suivre, genre ça crée pas de turbulences d'air sale qui vont casser les couilles au point que les voitures puissent plus se suivre, je laisse ce bail en fait. Je vais pas pénaliser une équipe pour avoir exploité une zone grise du règlement, pour avoir une voiture qui est plus performante que les autres, juste parce que non mais les écarts sont moins serrés. Encore une fois, j'en ai rien à foutre des écarts, ce qui m'importe c'est qu'on puisse se dépasser. Parce qu'en 2040, ce règlement il sera toujours d'actualité. Donc si ce règlement il est toujours utilisé en 2040 et qu'on a découvert l'aileron arrière flexible en 2031, tout ça c'est de l'hypothétique encore une fois, c'est aux autres équipes d'exploiter les éléments aéroélastiques alors. C'est à vous de vous bouger le cul pour qu'en 2040 vous ayez des ailerons aéroélastiques. Ouais, saison 1 à 3, on a peut-être des équipes qui vont se barrer avec les trophées, je m'en beurre l'arrêt.
Par contre, saison 5, course 5, si tout le monde a pas ce truc-là, bah, c'est leur faute. On va exploiter à mort la loi des retours dégressifs. La loi des retours dégressifs, ou Law of Diminishing Return, c'est basiquement le concept comme quoi c'est beaucoup plus coûteux pour une top team aujourd'hui d'aller chercher un dixième, que ce soit coûteux en temps, en ingénierie, en difficulté aussi, que ça ne l'est pour une équipe de fond de grille de gratter 5 dixièmes. C'est d'ailleurs ça qui fait que toutes les fins de réglementation technique sont aussi serrées par rapport au début des réglementations techniques. Mais je m'attends pas à ce que les équipes gagnent en performance au point où elles vont revenir à ce qu'elles font actuellement. Et ça m'importe pas. Vraiment, si la F1 2030 a des pertes de F2, ça nous impacte pas, nous, parce que nous, on est spectateurs, et ce qu'on voit à l'écran est pas uniquement lié à la vitesse. Regardez du BTCC, du Touring Car, du Stock Car Brésil, pardon, on m'avait fait la remarque la dernière fois, je m'étais trompé. Pilote préféré, c'est Keke Bueno. On peut se taper un pied monumental à regarder ça, alors que les voitures sont quand même vachement plus lentes. Si vous voulez une preuve beaucoup plus high level de ça, l'hypercar. Les hypercars, c'est vachement plus lent que des F1, et surtout, c'est vachement plus lent que la génération précédente de Proto Le Mans, c'est-à-dire les LMP1. Les LMP1, c'était des monstres. Les hypercars, en revanche, elles sont peut-être plus stylées, plus variées en termes de forme, de couleur, mais elles sont beaucoup plus lentes. Vachement moins chères, plus intéressantes par bien des aspects, mais plus lente. Pourtant, quand la BOP est pas à l'avantage Ferrari et est en train d'enculer Toyota, ça nous donne des courses, même quand la BOP est parfois à l'avantage Ferrari et encule Toyota, ça nous donne des courses qui sont ultra intéressantes à regarder. Je serais tellement curieux de voir une ligue sprint de WEC. Genre, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des courses de 4 heures minimum, c'est des durées de Grand Prix. C'est pour ça que oui, dans mon règlement à moi, les voitures, elles sont plus lentes, elles sont le plus lisses possible avec le moins d'éléments aérodynamiques, on veut pas que ça crée plus de grilles, plus de vitesse. Il y a des éléments qui peuvent être utilisés pour le refroidissement des moteurs, genre je sais que on peut sculpter les pontons d'une certaine manière pour permettre au moteur de mieux se refroidir, on peut faire des écopes, des évents, ça et là, encore une fois, à des fins de refroidissement. Mais si vous commencez à essayer de m'énergiser le sol derrière pour me casser les couilles, ou que vous êtes en train de créer de l'air sale avec votre aileron arrière parce que vous êtes intelligent, hashtag Aston Martin en 2022 qui avait tenté un truc, tentez. Non, je vous emmerde, ça dégage, on est totalitaire, il y a pas de... Oui, alors selon la règle du règlement, non, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est ça qui est bien avec ma fédération à moi, on fait pas semblant... moi, ma fédération, si elle a un compte Twitter et que quelqu'un dit « Ah, c'était complètement pas légal », on va juste lui dire « Ta gueule ». Ferme-la. On va quand même rajouter un petit mot sur la sécurité. À la base, mon script, il est en bordel, il est pas comme ça du tout. Mais je veux conserver quand même les structures d'impact qu'on a actuellement. Je veux quand même garder le niveau de sécurité actuel. Donc, c'est les tasers pour les roues, c'est les structures d'impact, c'est les réservoirs autocolmatants, c'est les boîtes de vitesse qui se séparent complètement du moteur pour distribuer l'énergie. Et ça passe aussi par l'aéroscreen. Alors, il y en a beaucoup qui vont sûrement demander pourquoi l'aéroscreen alors que le halo existe et qui fait déjà bien son taf. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que bien intégrer l'aéroscreen sera beaucoup plus esthétique que le Halo. Rappelez-vous comment le Halo était dégueulasse sur les Formule 1 en 2018. C'était moche. On était en... Et comme la génération de Formule 1 qui vient après, celle de 2022, elle est spécifiquement conçue avec le Halo en tête, l'intégration se fait beaucoup mieux. Que c'était pas le cas, les voitures de 2018, c'était des voitures de 2017, donc conçues sans le Halo sur lesquelles on avait mis un dessus de ton, quoi. L'aéroscreen, c'est à peu près le même délire. Sur les Dallara d'IndyCar actuellement, il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Parce que les voitures, bah, c'est les Dallara de 2019 avec un aéroscreen dessus. Et je suis persuadé qu'avec une bonne intégration, ça aura de la gueule. Au-delà du choix esthétique, Rubens Barrichello, au Hungaroring en 2009, a un élément qui va se barrer de sa voiture. Alors je crois que c'était un ressort, d'autres m'ont dit que c'était un boulon, mais de souvenir c'était un ressort. Ce ressort, il va boing sur la piste jusqu'à se retrouver dans le crâne de Felipe Massa. Un accident qui est très graphique, il y a des photos que je mettrai pas à l'image, parce que genre il y a vraiment une photo de Massa où on voit le casque, on voit des taches de sang et tout. Et ayant eu une embarrure crânienne, un truc un peu similaire, tu vois, pas un moment très fun. Et le truc c'est que avec le Halo, cette pièce passe quand même au travers. Et il est vrai que les casques en Formule 1 sont vachement plus résistants qu'en 2009. D'ailleurs, après l'incident de Felipe Massa, qu'on va rajouter une bande de, je crois que c'est du Zilon, ça s'appelle comme ça, pour protéger un peu plus le casque à cet endroit-là. Maintenant, on a carrément genre encore plus réduit le champ de la visière pour encore plus protéger. Reste que j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de me retrouver avec un débris aéro qui va peut-être arriver à Mach 2 dans la tête à quelqu'un. Alors, avoir de belles bulles en plexiglas pour protéger la tête, c'est à mon avis juste du bon sens. De toute façon, la sécurité en Formule 1, le problème c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, que ce soit le Halo, que ce soit l'aéroscreen, un cockpit totalement fermé, il n'y a pas de solution parfaite parce que tout a des avantages, tout a des inconvénients. Faut aussi qu'on admette que ce sport a une part de risque et on veut pas. Enfin, on est humain, on aime bien quand il y a de l'action, on déteste pas avoir un gros crash et faire mais genre on n'a pas envie de voir des morts. Et c'est dans cet esprit-là que l'aéroscreen, à mon avis, il est mieux parce que
c'est la solution actuelle, donc avec la possibilité de s'extraire sans avoir à faire sauter une trappe ou un truc comme ça, tout en protégeant un peu plus devant. Bon, maintenant que j'ai bien flingué l'ambiance en me parlant de décès, d'accidents et autres trucs, on va parler de ma portion préférée dans mon petit règlement, c'est le moteur. Les moteurs en Formule 1, c'est un sujet qui déchaîne les passions. Et ça depuis très longtemps, hein. Croyez pas que ça remonte à fais pas de bruit, Mais il est vrai que là, actuellement, ce qui fait chier les gens, c'est fais pas de bruit, Revenir au V10, au V12 même. Pas forcément. En fait, le bruit d'un moteur n'est pas uniquement lié à son nombre de cylindres. Pour preuve, ça là... un V12 à 180 degrés, celui de la Ferrari 312 T2 de Niki Lauda. Attention, c'est un V12 ouvert à 180 degrés, ce n'est pas un flat 12, Ferrari est catégorique là-dessus. Et ça là, et ben ça c'est un 4 cylindres Yamaha de 600 cm3. C'est mes exemples préférés parce qu'on peut avoir un V12 qui bleu-blotte et on peut avoir un 4 cylindres qui... Donc c'est pas uniquement lié à la cylindrée, c'est pas uniquement lié au nombre de cylindres, c'est pas uniquement lié au tour minute, c'est justement la relation de tous ces facteurs dans le moteur. Et là actuellement ce qui étouffe le bruit des Formule 1, c'est le système hybride. C'est le fait qu'on redline beaucoup moins haut que ce moteur Yamaha. Je te jure qu'on enlève le système hybride, on fait runner les moteurs qu'on a actuellement à 20K tours minute, ça fait des bruits d'enculé, hein. Genre, mais il y a même un monde où ça fait des bruits de Supra dans les gros rassos japonais là. Moi, il y a un truc qui a commencé à me fasciner quand j'étais gosse, c'est l'application de technologie Formule 1 dans le civil aujourd'hui. Je regardais un épisode, je crois que c'était Code Phare. Je crois que ça n'existe qu'à La Réunion, Code Phare. Mais le mec faisait du coup la présentation d'un Renault Modus et il disait il y a de la F1 à l'intérieur. Et moi j'étais bah non, connard, Alonso il tape pas des polans en Modus en fait. Mais le mec après se met à expliquer que ce qu'il y a, c'est que le Renault Modus a un système d'injection qui a bénéficié des apprentissages Renault en Formule 1. Et ça, c'est un argument marketing, mais c'est super cool. Et le fait est que le côté laboratoire pour le civil en Formule 1, il a pris un énorme coup dans l'aile. Que les systèmes hybrides qu'on a en Formule 1, on pourrait penser que c'est le reflet justement de notre automobile civile actuelle où il y a de plus en plus de voitures hybrides, que dis-je, plus en plus de voitures électriques, et que ça va avoir de très bonnes retombées sur... Non. Déjà parce que les moteurs sont gelés depuis longtemps maintenant en Formule 1. Et aussi parce que le règlement actuel fait pas la part belle à des choses applicables dans le civil. Le règlement 26 est censé corriger ça, notamment en supprimant le MGUH, Motor Generating Unit Heat. Un système qui est censé réutiliser l'énergie thermique que le moteur gaspille pour remplir les batteries. Le truc, c'est que sur une Prius, ça marche pas des masses parce que c'est des systèmes qui marchent à très haute température. Tu vas pas redline ta Prius jusqu'à ce qu'elle monte à 110 degrés. Et autant le règlement 26 est censé régler plein de choses niveau moteur, autant pour l'instant tout le monde crie à la catastrophe. Et ça m'emmerde parce que moi j'ai toujours été un très très gros partisan de l'hybride. Je trouve que versus électrique, il y a beaucoup plus d'applications intéressantes parce que pour pas trop rentrer dans les détails, j'estime que la technologie des batteries, elle est bien en second couteau, mais que pour l'instant on n'est pas capable de faire des batteries assez denses en termes d'énergie ou des systèmes de ravitaillement pour ces batteries qui nous permettent de garder le mode d'utilisation de la route qu'on a actuellement. Ça et l'infrastructure, encore une fois, moi je suis réunionnais, je viens d'un bled où pour charger sa bagnole, si t'as pas de garage, tu fais comment? Oui, on peut faire de la régène en descente, mais tu charges pas la batterie en entier. Bref, en étant gros partisan de l'hybride, je vais quand même vous le dire, est-ce qu'on se débarrasserait pas de ce système-là en Formule 1 une bonne fois pour toutes? Alors moi je suis pas Ben Sulayem, je dis pas ça juste pour me faire brosser le cul et me faire réélire. Moi je dis ça parce qu'il y a un constat à faire sur un week-end Grand Prix de Formule 1, c'est que ça pollue énormément. Par contre, c'est pas la course avec les 20 connards qui roulent pendant 2 heures qui polluent énormément, c'est le fret, en fait. C'est faire venir des gens de partout dans le monde, que ce soit le public ou le staff ou les compétiteurs. C'est faire traverser la mer à d'énormes bateaux avec des conteneurs chargés jusqu'à ras-bord de matos. C'est la quantité de vols que doivent se taper justement les officiels, les pilotes, les équipes, etc. C'est ça qui pollue énormément sur un Grand Prix de Formule 1 finalement. La course en elle-même, alors oui, ça pollue, mais quelque part, ça pollue beaucoup moins que ce qu'on pense. Donc ça pour dire que, pour votre plus grand plaisir, mais pas forcément pour les raisons que vous pensez, on va jarter les systèmes hybrides. Mais ça veut pas dire qu'on va repasser au V12. Alors c'est là que le bas blesse, en fait, parce que dans mon règlement à moi, où tout le monde il est gentil et personne me casse ses couilles, les blocs, j'insiste là-dessus, les blocs moteurs viendraient tous du civil. Ce que je veux dire par là, c'est que si Audi veut débarquer avec un 5 cylindres, ça doit être le même bloc qu'ils mettent dans une RS3 par exemple. Il y a ça, et il y a le fait que les moteurs ne doivent pas, c'est
c'est une limitation qui est gravée dans la roche, comme dirait Sniper. Faire plus de 750 chevaux. Et ouais, ma gueule, on en est là. Dans un monde idéal, même les pièces à l'intérieur du bloc seraient trouvables dans le civil. Pas forcément des moteurs qui seraient typiquement, genre si Renault arrive avec un 3 cylindres, pas forcément avoir un moteur de Twingo derrière, surgonflé à bloc, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple demain, Dodge arrive en Formule 1 et que à l'intérieur du moteur, on pouvait faire en sorte que toutes les pièces proviennent d'un catalogue Mopar, où monsieur, madame, tout le monde peut les acheter et les foutre dans sa Dodge à la maison, ce serait trop bien. Mais je me rends compte que ça, c'est beaucoup moins raisonnable. Donc à minima, les blocs doivent provenir du civil et les moteurs ne doivent pas faire plus de 700 chevaux. Par contre, à aucun moment, j'inclurai la boîte dans cette histoire-là. Les équipes en Formule 1 font déjà leur propre boîte en général. Toi, je pense que tu peux, je crois que ça fait partie des pièces que tu as le droit de racheter à une autre équipe, mais je sais que Enstone, par exemple, font leur propre boîte de vitesse, que c'est pas Renault qui s'en charge. Comment ça marche pour vous, ça, en ce moment, en fait? Mais une boîte de vitesse en Formule 1, c'est un bijou de technologie, c'est minuscule, c'est incroyable, c'est formidable, et j'ai pas envie que tout le monde se retrouve avec la boîte séquentielle de Porsche, là, qui est vraiment, genre, absolument incroyable. Voilà, ça me ferait chier. D'autant que je tiens à ce que les équipes gardent des voitures qui sont plus courtes et plus légères, comme j'ai dû le survoler dans la portion châssis, ou genre dans l'intro. Donc, on va s'éviter le côté camtar limousine avec une boîte de vitesse de Renault Modus, ce serait bien. Tout ça pour dire que si Mercedes a très envie de ramener un 4 cylindres turbo et Ferrari un V8 Atmo, ils peuvent, tant que le bloc provient d'un moteur civil. Par contre, pas d'hybridation. Ils peuvent suralimenter tant qu'ils veulent, je veux juste qu'il n'y ait pas d'hybride, je veux pas qu'il y ait de batterie. Que c'est cher, c'est lourd, ça amène des problèmes de sécurité qu'on soupçonne pas, et puis bon, le bilan carbone d'un recyclage de batterie, putain ma gueule. Pour réduire ce bilan carbone un petit peu salé, ce que je veux enforcer, c'est des carburants de synthèse neutres en carbone. Complètement neutres en carbone. Alors, dans un premier temps, pour attirer les manufacturiers, on pourrait complètement leur dire non, mais si vous faites des crédits carbone, le truc qui pollue, qui est compensé par le plantage d'arbres au Nicaragua, ça passe. Mais ça, c'est au début, parce qu'au fur et à mesure, on va restreindre un peu plus, de sorte à arriver à ce que Porsche promet avec son carburant de synthèse neutre en carbone, ou ce que Race Without a Trace promet, à une initiative championné par Sébastien Vettel, c'est-à-dire des carburants qui rejettent pas de CO2. Au niveau de tout ce qui est suspension, etc., par contre, je laisse complètement les équipes se fournir où elles veulent. Parce qu'autant il peut y avoir plein de bonnes retombées dans le civil en utilisant des pièces issues du civil pour le moteur, notamment au niveau des consommations d'essence, puisque je compte garder le système où il n'y a pas de ravitaillement, on changera que les pneus, on parlera des pneus plus tard. Autant au niveau des suspensions, des plateformes mécaniques, etc., je pense qu'on n'a pas besoin de fiabiliser plus que ça en automobile civile, on n'est pas soumis à de telles contraintes. Fiabiliser des composants moteurs en les testant en Formule 1, oui. Fiabiliser des suspensions, au niveau où on en est, je pense que c'est overkill. Il y a beaucoup de gens qui vont détester l'idée, oui, que tout le monde soit restreint à 700 chevaux, parce que ça veut dire, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que s'il y a des équipes qui font 800 chevaux avec une bride, elles sont avantagées par rapport à des équipes qui feraient 700 chevaux tout pile, ou des équipes qui pourraient ne pas monter jusque-là et être à 650. Oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, encore une fois, je veux pas de BOP, je veux pas rendre les choses plus équitables, c'est la Formule 1, démerdez-vous. Si t'arrives à produire un moteur qui fait 900 chevaux et qu'on le bride à 700, et ce que ça veut dire, c'est que tu consommes moins, eh bah tant mieux pour toi, t'y as gagné, bravo le 5. Formule 1, ça va pas être juste, ça va pas être équitable. Une Haas n'est pas censée claquer le cul d'une Red Bull. Bien que, actuellement, cette phrase marche plus très bien. On va aussi toucher un petit mot sur l'ECU, l'Electronic Control Unit, le cerveau de la bagnole, parce que en Formule 1, il est standardisé depuis 2008, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est justement pour empêcher que les équipes run leur propre système de traction control, run leur propre système d'ABS, ou en gros ne puissent tricher. Et ben ça tombe bien, parce que moi, il sera toujours standardisé, l'ECU. Ce sera le même boîtier pour tout le monde, avec le même software de paramétrage pour tout le monde. Par contre, l'ABS et le TC feront leur grand retour pour casser les couilles aux puristes, premièrement, mais surtout parce que rouler sous la pluie en Formule 1, c'est toujours actuellement un gros problème, pour plein de raisons. Le problème numéro 1, c'est la sécurité. Et ça découle pas du manque de grip, nécessairement, ça découle surtout du manque de visibilité. Mais si on peut, via le biais d'un ABS et d'un traction control, un qui est standardisé, tout le monde a le même, personne peut genre tricher en étant en mode oui, alors nous, notre ABS, en fait, il est tellement parfait que il est organiquement lié au pilote avec une puce biométrique et du coup il sait exactement quoi faire à quel... Non, tout le monde a le même, fais pas chier. Si on peut éliminer les petits couacs qui peuvent créer de l'insécurité et occasionner une safety car ou un red flag pour pas grand chose, c'est une réaccélération maladroite sur un sol que t'avais pas prévu aussi glissant, un Lando sorti de la source là, on a vu. Ou qui peuvent garantir aussi un petit peu plus de spectacle en faisant en sorte que quelqu'un se chie pas complètement sur les cuisses quand il a qu'une seule opportunité de dépassement, Oscar, on grille, on a vu. En plus, s'il est pas reparamétrable par l'équipe, c'est-à-dire
c'est-à-dire que en gros le TC il sera fait pour donner la même chose avec tous les moteurs sur la grille. C'est les officiels de la FIA qui s'en occupent. Les pilotes auront quand même à leur discrétion la possibilité de le couper, de l'augmenter, d'en mettre plus. Donc ce que ça veut dire, c'est que si Piastri il est tellement fort sa mère qu'il veut rouler avec 0 TC sur le sec et qu'il veut genre mettre juste 1 ou 2 crans sous la pluie, il peut. Il peut complètement. Au niveau des cartographies moteurs aussi, étant donné qu'on n'a plus d'hybride, on n'a plus vraiment besoin de se faire chier, donc il y aura sûrement quelque chose du genre safety car, course moins, course plus, qualif, genre quelques maps qui donneront un petit peu plus. Des maps qui sont pas restreintes d'ailleurs, c'est pas parce que le mode qualif s'appelle qualif que tu peux pas l'utiliser en course. Par contre, v'là la conso derrière. Après, par contre, faut bien comprendre que ce que je dis est complètement imparfait. Hein. Il y a peut-être un monde où justement il y a des équipes qui pourront runner avec un haut niveau de consommation parce que justement elles ont fait un moteur qui est capable. Tu vois, genre le moteur qui fait 900 joules, qui consomme moins parce qu'on l'a bridé, là, tu vois. Bon, c'est un exercice de pensée, hein. Vous avez le droit de questionner, vous devez même questionner ce que je dis, parce que je sais que mon règlement, il est imparfait. Mais justement, c'est peut-être un effort collaboratif, on le rendra parfait, ensemble. Tant qu'on en était à parler de consommation d'essence, je vais glisser ça là, même si ça n'a rien à voir avec le moteur. Les gommes. Les pneumatiques en Formule 1, c'est aussi un sujet qui décèle les passions, parce que la FIA a demandé, il y a v'là longtemps maintenant, à Pirelli, de faire des pneus qui s'effondrent. Genre, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un Grand Prix où, oh là là, toutes les cartes ont été rabattues. Apparemment, Silverstone 2013, j'en ai reparlé avec le chat Twitch qui m'a soufflé la réponse. Et tout le monde était en mode, ouah, mais attends, c'est trop bien, ça a foutu le sbeul. Si seulement on pouvait artificiellement recréer ce sbeul-là à chaque fois, en donnant des pneus qui tiennent pas, du coup. Et du coup, ce que ça fait, c'est que les équipes roulent en conséquence. Et du coup, c'est moins intéressant. Ouais, c'est creepy du montage. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, surtout que j'ai pas d'image, sinon je vais me faire exécuter par la FOM. Mais c'est une réponse partielle, en fait, Silverstone 2013. Il y a d'autres grands prix en amont où il y a eu une usure des pneus prématurée, notamment en 2010, quand c'était encore Bridgestone qui faisait des pneus. Donc la décision n'a pas été prise de manière aussi impulsive que j'ai l'air de le présenter après un grand prix. Reste que c'est une décision de merde, on est d'accord, mais je me tenais de nuancer un petit peu. Ce que je voudrais, ce serait garder des pneus qui fonctionnent 100% du temps, pas des pneus qui s'usent rapidement pour x, y raison, avoir 2 types de gommes, des durs et des tendres, mais garder 1 ou 2 arrêts au stand mandatoires. Ça, c'est ouvert à expérimentation. Parce que à Monaco, 2 arrêts au stand obligatoires, vu que c'est un circuit où on a du mal à doubler, ça marche pas. Ça marche pas parce que les équipes peuvent faire exactement ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire elles vont rouler vachement moins vite, elles vont garder tout le monde derrière, se créer des fenêtres d'arrêt au stand, et ça, c'est de la merde. Par contre, sur un circuit où tu peux doubler, genre comme on a pu voir par exemple au Qatar il y a quelques années de ça, ou Pirelli, parce qu'ils ont pas fait des pneus qui étaient capables de durer toute la distance, on dit ouais, vous pouvez pas tourner plus de, c'était quoi, 17 tours avec le même set de pneus, qui au final faisait que la course c'était du 2 ou 3 arrêts minimum. C'était intéressant parce que du coup les pilotes pouvaient taper à fond dans les pneus, s'arrêter, repartir, s'arrêter, repartir. Et autant avoir une fenêtre d'arrêt de maximum 17 tours, ça peut tuer justement de cet aspect tactique, autant avoir 1, 2, voire même 3 arrêts mandatoires dépendant des week-ends, sur des pistes où justement tu peux plus ou moins doubler, pas genre comme Monaco, ça peut avoir un intérêt. Ça, ce serait intéressant justement de le faire sur les courses hors championnat dont j'avais déjà parlé dans mon calendrier 2030. Expérimenter la première année avec ça, sinon le reste du temps on garde juste des courses à un arrêt. Et si ça marche sur les courses hors championnat, si ça génère plus de show, plus de spectacles et que peut-être des équipes peuvent tirer leur épingle du jeu avec 2 ou 3 arrêts, eh bah pourquoi pas. Si par contre on se rend compte qu'il y a une méta tout de suite que les équipes vont appliquer, pas de réel intérêt justement d'appliquer un tel règlement. Par contre je veux pas de guerre de pneumatiques, c'est un truc que j'ai pas évoqué plus que ça. J'ai pas envie d'avoir des équipes chez Michelin, des équipes chez Bridgestone, des équipes chez Pirelli. Je veux qu'on ait un seul fournisseur de pneus, éventuellement 2, mais ce serait genre Bridgestone qui fournit les wets et Michelin qui fournit les slicks. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'aurai en tête, tu vois. Ouais, disons-le, hein, les pneus, c'est pas quelque chose que j'ai réellement incorporé là-dedans. Là, c'est moi qui pense à voix haute. Vous l'aurez compris, hein, depuis le début, j'arrête pas de le dire. Le but de ce règlement technique, c'est de permettre aux voitures de courir ensemble, en opposition à maintenant, où elles ont vraiment du mal. Mais c'est aussi de rendre le sport moins cher et moins élitiste, et assez oxymorique, hein, parce que bon, la Formule 1 actuellement, c'est ah, tu veux rentrer ? Ah bah non, tu peux pas. T'as les thunes ? On s'en fout, tu peux pas. Faut que tu ramènes quelque chose de plus intangible, de plus prestigieux. Hein. Et sauf que le problème, c'est qu'on est en train de rendre la Formule 1 un peu trop prestigieuse à mon goût. Ce qu'on est en train de faire en Formule 1 actuellement, c'est de dire si t'es pas constructeur, tu rentres pas. Parce que on veut jouer sur le prestige, parce qu'on veut jouer sur la hype, et parce qu'on veut jouer sur côté marketing de la reconnaissance de la marque. Moi, je roule en Audi, Audi, il tabasse en Formule 1. Moi, je roule en Mercedes, Mercedes, il tabasse en Formule 1. Le problème avec ça, c'est que on se prive de très chouettes underdog story, des trucs comme Glickenhaus en WEC, des trucs comme les anciennes écuries privées en Formule
Formule 1. On en a beaucoup moins maintenant des écuries privées en Formule 1. On a Williams encore, on a Haas, Sauber n'est plus privé. En ce qui me concerne, à un moment où t'es backé par Audi, c'est plus du tout privé. Voilà, techniquement, Red Bull et Vicarb sont des écuries privées, dans le sens où c'est pas des constructeurs de voitures de route. Ah, ça fait pas le figure, hein, avec des privés de chez privés, comme à l'époque, comme les Arrows, les Brabham, les Williams. Ah, ils sont braqués, ils sont Minardi, putain, Minardi, justement, l'ancien. Avant Vicarb, il y avait Minardi. Enfin non, avant Vicarb, il y avait AlphaTauri, avant AlphaTauri, il y avait Toro Rosso, et avant Toro Rosso, il y avait Minardi. Ces équipes-là, elles existent plus vraiment. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu as une équipe qui est backée par un gros constructeur, donc sortons Red Bull de l'exemple, et t'as McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Audi et Alpine, ça fait 6 des 10 équipes, hein, déjà. Ces équipes-là sont soit complètement détenues, soit backées par un gros constructeur. Et si on avait du jour au lendemain, pour, je sais pas moi, un crash financier comme en 2008, plein de constructeurs qui décidaient de quitter le sport, bah la FIA et la FOM, ils vont se retrouver avec leurs bites dans leurs mains et leurs yeux pour pleurer. On a déjà failli avoir des gros manufacturers walkout, des manufacturiers qui quittent le sport. Et à ce moment-là, on est bien content d'avoir des écuries privées qui peuvent reprendre le flambeau. Parce que si demain, là, on avait tous les gros manufacturiers qui se barraient, disons que Alpine, entre guillemets, reste parce que c'est géré par la team Enstone, et que Enstone a toujours eu ce statut un peu particulier, parce qu'avant c'était Benetton, et Benetton, j'ai toujours eu tendance à les considérer comme des privés. Resterait du coup la team Enstone, Haas, les deux teams Red Bull, Williams. Est-ce que McLaren resterait, sachant que maintenant ils ont un programme civil qui est quand même beaucoup plus lourd qu'avant? Avoir une économie plus petite en Formule 1, avoir des écuries privées qui peuvent être présentes sur la grille, ça peut aussi nous éviter d'avoir justement les manufacturiers qui font la loi. Que les manufacturiers, ils sont pas là pour le plaisir du sport et le show, ils sont là pour le fric et ils sont là aussi pour les retombées marketing. C'est là que mon règlement, il est utopique, il est folie douce. Que ce que je veux, c'est que ça coûte moins cher, ce que je veux, c'est moins de courses, et ce que je veux, finalement, c'est un sport qui ramène moins de fric. En fait, mon gros problème dans cette histoire, et souvent il arrive que vous me demandiez ouais mais en fait pourquoi toi on pourrait pas appliquer tes idées, putain tes idées sont vachement bien, parce que moi en fait j'ai pas des idées qui font fonctionner un business, moi j'ai des idées qui sportivement ont un semblant de bon sens. Le problème c'est que ça fait pas autant vendre que la Formule 1 de maintenant. Le problème c'est que je suis pas focus business et que du coup mon idée à moi marcherait tout simplement pas parce que les manufacturiers seraient pas d'accord. C'est là que mon règlement il pêche encore plus, parce que autant je vous ai dit je suis pas quelqu'un de technique, et ça a dû se voir parce qu'il y a des inexactitudes que j'ai dû balancer qui doivent être grosses comme des maisons. Et autant le gros problème que j'ai en général, pas juste avec le règlement technique, que ce soit mon calendrier, le règlement technique, ma vision pour le sport, c'est qu'elle est sportive, ma vision pour le sport. Et en fait ça pérennise pas une marque, et la Formule 1 c'est une marque aujourd'hui. Je suis certain que en m'entourant de très très bonnes personnes et en ayant une équipe marketing du tonnerre, on pourrait faire rentrer énormément de blé, et je suis aussi certain que ça ferait pas le figure en comparaison de ce que ça fait d'avoir en 2026 sur la grille autant de gros manufacturiers qui pètent la classe. Bref, en définitive, je veux des voitures plus légères, des voitures qui peuvent faire la course, des vitesses moins hautes, une sécurité accrue, l'abandon de l'hybride, que des choses sur le papier qui sont formidables et qui sont très très belles, mais qui pourraient à aucun putain de moment marcher, parce que c'est pas des décisions orientées business, tout simplement. Et vous pouvez ne pas être content, vous pouvez détester ça. Moi, j'ai fait la paix avec l'idée que ma vision à moi, elle se réalisera jamais. Après, on peut peut-être, faire un mode Assetto Corsa un jour si on se chauffe. Ce serait intéressant, ça, en vrai. J'aurais peut-être dû me chauffer pour faire un modèle 3D, finalement. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui avait été tease il y a plus de 2 ans, maintenant. On a changé d'espace 3 ou 4 fois face caméra avant de... Ouais, c'est comme ça que je traque un peu le temps que j'ai passé sur internet. Je suis Clippy Clip, je suis absolument partout, ça s'affiche, les liens Oli Energy, ça soutient de ouf, le super thanks, juste le like, le commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce que je dis c'est de la merde, soyez civil, un minimum quand même. Voilà, rejoignez-nous sur Twitch, on fait du vroom vroom, souvent de plus en plus éloigné de juste Formula One, genre on fait des trucs assez tôt, on fait du Air Factor. Formula One ça a tendance un peu à me fatiguer ces derniers temps. On va faire des Open Lobby F124. Plus d'infos dans le Discord. Normalement, le Discord est en première position dans la description. Et puis voilà, c'est à peu près tout en vrai. Genre, j'ai des trucs en retard et il fait chaud. Ça se voit que je suis. Dites non. Soyez gentils avec moi en commentaire. Bref, c'était Clippy Clip. Bisous.